On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un homme très énergique. Il est humoriste, mais aussi athlète. Il se prépare pour battre un record prochainement. Il est propriétaire même d'un centre de CrossFit. Il s'appelle Philippe Boisclair. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur le conflit de travail au Journal de Montréal. C'était un lockout il y a quelques années. On a tendance à l'oublier et pourtant, ça a laissé des traces. Le journaliste Michel Larose, qui est un natif et qui a habité Saint-Jean-sur-Richelieu pendant plusieurs années, a signé un ouvrage avec une co-auteure, Manon Gilbert. Il est avec nous à l'instant. La mémoire est une faculté qui oublie. Pourtant, il y a des enjeux de société hyper importants qui laissent des traces, peut-être pour les générations futures. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, il y avait un lockout au Journal de Montréal qui était passablement long, qui a laissé des traces. Très honnêtement, le Journal de Montréal d'aujourd'hui n'est plus celui que nous, on a connu il y a 10, 15, 20 ans. Et il y a un ex-journaliste qui est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Larose, qui a publié un ouvrage qu'on peut voir ici, bien sûr. Michel Larose est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est important de rappeler ça parce que c'est comme passer sous le radar, puis ben oui, il y a eu un lockout, mais c'est fini, puis on n'en parle plus. Et pourtant, ça a laissé des traces. Oui, bien il y a eu beaucoup d'impacts reliés à ce lockout, à ce conflit de travail. Et puis, en fait, c'est l'idée d'avoir écrit un essai sur ce conflit de travail vient justement du fait que moi et Manon Gilbert, qui est la co-auteure de l'essai, on s'est dit, est-ce que finalement c'est un fait anodin, ce lockout, ce conflit de travail dans la société, ou si, au contraire, c'est un fait marquant de l'histoire de la presse au Québec? Alors, on s'est dit que c'était probablement un fait marquant de l'histoire de la presse au Québec. Et donc, on a débuté une série d'entrevues, on a remonté les événements pour arriver à vraiment découvrir et approfondir le sujet et voir qu'effectivement, c'est un fait marquant de la presse au Québec. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit ici de la décapitation d'une salle de rédaction qui comptait tout près de 100 journalistes. Alors, quand on élimine une salle de rédaction, on élimine aussi en même temps un peu la mémoire d'un journal. Donc, les journalistes sont instruits des événements qui ont eu cours durant les années, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Alors, cette mémoire-là, elle est très utile quand vient le temps de fabriquer de l'information et créer des textes. Alors ça, c'est un impact très grand. Donc, on ne retrouve plus, comme vous disiez tantôt, je suis très d'accord avec vous. Effectivement, ce n'est plus le même journal parce qu'il n'est plus écrit par des gens qui en étaient vraiment des artisans, mais il est probablement maintenant écrit par des gens qui sont plus des mécaniciens de l'information. Alors, c'est une grande différence. Il y a aussi, si je peux rajouter rapidement, un autre impact majeur, c'est qu'on a décapité aussi un syndicat. Il en reste évidemment encore un petit morceau, mais il ne reste plus grand-chose d'une convention collective qui avait atteint sa pleine maturité. Alors, évidemment, pour les personnes qui sont un peu familières avec l'information ou qui aiment suivre l'information, un syndicat dans une entreprise de presse, c'est un peu aussi le garant de l'éthique. Et puis, donc, c'est à travers ce canal que va être défendue la qualité de l'information. Alors, évidemment, si on élimine un syndicat, de la production d'information, dans ce cas-ci, c'était le syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal, eh bien là, on donne une plus grande porte, la porte s'ouvre finalement un peu plus pour la direction du journal, pour faire l'information comme elle l'a vu, dans un sens très précis. Alors, c'est un autre impact qui est vraiment majeur. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2015, le public se rappelle encore du lockout ou des effets du lockout, ou est-ce que le public même se rend compte à l'usage que le journal n'est plus le même? Bien, ça, c'est difficile à dire. Je pense que ce que le public retient, en fait, c'est qu'il a en mémoire que celui qui a mené le lockout, il s'appelle Pierre-Carl Péladeau. Qui est actuellement candidat au leadership du Parti québécois. Et voilà, ce qui est un peu un anachronisme dans l'histoire de la presse, voir un mania de la presse au Québec devenir député à l'Assemblée nationale, déjà là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va un petit peu à l'encontre de la démocratie. En fait, je pourrais dire que ça brouille la démocratie. Ce n'est pas notre débat, ce n'est pas notre sujet, mais on touche à cette question parce qu'évidemment, il vient ici
ça rentre en ligne de compte le fait que le lockout, il faut voir que, il faut revenir un peu en arrière, mais il a été voulu et provoqué. Ce n'est pas un problème de négociation sur des enjeux d'une convention collective, mais c'était plus grand que ça. La volonté patronale était de réaliser la convergence. Donc, pour réaliser la convergence, il fallait refaire la convention collective, détruire le syndicat pour arriver à instruire une forme de production d'informations. C'était une guerre d'usure. Parce que le syndicat du Journal de Montréal était un syndicat qui était très fort, qui avait des deniers importants à l'époque. Bien, une guerre d'usure, ça aurait pu être une guerre très courte. En fait, ça aurait pu aussi ne pas être une guerre. Mais si je peux peut-être juste rapidement simplifier, parce qu'il faudrait lire absolument l'essai pour saisir toutes les nuances de ce conflit. Mais essentiellement, disons qu'après le déclenchement du lockout, 7 mois après le déclenchement du lockout, Québécois, la direction du Journal de Montréal avait en main tout le pouvoir de négociation, tout le rapport de force lui était favorable parce que toutes les démarches juridiques qui avaient été faites par le syndicat pour démontrer que l'utilisation d'une fausse agence de presse qui s'appelle QMI était illégale, mais finalement, ça n'a pas été démontré en fait en cours, cet argument a été battu. Donc, Québécois a pu utiliser de façon électronique des travailleurs de remplacement pendant que les autres étaient évidemment sur le trottoir. Alors, tout ça vient toucher évidemment la loi, les dispositions de ces heures de grève. Et donc, après 8 mois, l'entreprise avait le pouvoir de reprendre la négociation, mais elle ne l'a pas fait. Et elle a attendu encore quelques mois pour relancer la négociation. Et là, au lieu de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on va vers nos demandes? Elle a ajouté des demandes. Alors, initialement, elle voulait, l'entreprise, réduire 40 emplois, environ 60 emplois, et un peu plus tard, ayant son plein pouvoir de force, elle a décidé de passer tout le monde à la trappe. Donc, ce n'était plus 40 ou 60 personnes qui étaient touchées, menacées par une perte d'emploi, mais finalement, l'entité du syndicat qui comprenait environ 220 personnes, 223 personnes, 253 personnes. Quand on regarde, parce que souvent ce qui a été évoqué de la part des quotidiens notamment, c'est un problème de modèle d'affaires, où on disait à une certaine époque, on faisait beaucoup de sous avec les annonces classées. Aujourd'hui, les gens utilisent les packs Kijiji. Bon. Au niveau des abonnements, le jeune lectorat aujourd'hui s'informe aussi beaucoup sur Internet. Il y a aussi la tarte publicitaire qui est un peu plus divisée maintenant parce que les acheteurs de publicité peuvent en mettre un petit peu partout. Bref, 3 sources de revenus qui allaient un peu vers la baisse. Quelle est la différence de stratégie entre la presse et le Journal de Montréal qui vit sensiblement des problèmes qui peuvent se ressembler? D'un côté, on a Guy Crevier et la famille Desmarais qui dit, écoutez, il faut en venir une entente, sinon on va fermer le journal. Et visiblement, ils sont en train de passer au travers la tempête avec la Presse Plus et compagnie. Et de l'autre côté, on a fait un lockout qui a duré une éternité. Pourquoi? Il faut voir que d'un côté, il y a une philosophie aussi d'entreprise qui est différente. Il y a une volonté peut-être plus forte du côté de Gesca ou Power Corporation ou de la famille Desmarais de produire de l'information. Et elle se reconnaît dans ce discours, elle le dit publiquement, nous voulons faire de l'information, nous défendons la qualité de l'information. Tandis que de l'autre côté, elle prend donc les moyens, comme la fameuse plateforme La Presse qu'on peut avoir sur les tablettes, tandis que de l'autre côté, ce discours n'est pas dans les gènes de Québécois, c'est plutôt un discours de profit. Alors donc, on coupe pour en faire du profit, sans penser à la qualité de l'information. La mission première, c'est de faire de l'argent. Bien, écoutez, si vous produisez un journal durant 25 mois sans ces journalistes, c'est que vous, excusez un peu, en guillemets, vous reniez un peu la qualité ou le droit du public à l'information. Alors donc, ce sont deux philosophies différentes. Durant le conflit, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine frustration à l'égard du public qui continuait de lire et d'acheter le Journal de Montréal? Je pense pas que les gens le faisaient nécessairement méchamment, mais ils le faisaient par habitude. Oui, mais c'est un constat que nous dressons. Est-ce que le produit Journal de Montréal n'est qu'un simple produit de variété, de divertissement, ou si c'est vraiment un produit d'information? Alors, si c'est vraiment un produit d'information, bien là, le public aurait pu réagir et dire, écoutez, nos journalistes ne sont plus là, que se passe-t-il?
et vraiment demander à pousser sur un règlement. Alors, ça n'a pas été le cas. Et c'est un peu ce qu'on dit aussi dans notre essai, c'est que la place de l'information actuellement dans notre société, au Québec, doit peut-être être réfléchie par la population. On devrait peut-être amener sur la place publique la notion même de l'information, à savoir est-ce qu'on la veut, cette information, ou si on ne la veut pas. Est-ce qu'on veut prendre des moyens pour la protéger, pour la défendre? Donc, c'est un enjeu qui est très important et je pense que ça devrait être débattu sur la place publique. D'autant que présentement, nous avons un parti politique qui est pris dans un futur messie pour avoir éventuellement un futur premier ministre qui voudrait faire l'indépendance du Québec et qui est à la fois mania de presse, qui possède non seulement des journaux, mais possède également des librairies, possède des magazines, possède enfin une chaîne de produits qui force ou manipule ou travaille l'opinion publique. Alors, c'est très grave comme situation. Et d'autant plus que nous sommes dans une société québécoise, donc francophone essentiellement, et le public va s'abreuver à ces sources d'information initialement, qui sont soit d'un côté Radio-Canada, la presse, ou de l'autre côté TVA, le Journal de Montréal. Alors, on se retrouve dans une situation où la population peut être divisée en deux. D'un côté, on prend uniquement l'information d'une source, et de l'autre, pareillement. Donc, ça crée un problème de perception. Ça peut créer un problème au niveau de l'opinion publique, et de tous les rapports de force qui s'installent au niveau des politiques, les dialogues, les discours sur la place publique. Alors, c'est un enjeu qui est très important et qui, à mon avis, doit être vraiment débattu sur la place publique. Et les candidats, les politiciens devraient fortement s'y engager et réfléchir à cette question. Et ce qui m'attriste un peu, c'est de voir qu'au sein du Parti québécois, on a complètement évacué cette question. C'est la souveraineté d'abord et avant tout. C'est un peu ça, oui. C'est triste. Enjeu d'un conflit de travail, lockout au Journal de Montréal, signé par Manon Gilbert et Michel Larose. Que devient Michel Larose aujourd'hui? Michel Larose, il écrit des livres, il est essayiste et puis il profite un peu de la vie en même temps. Donc, c'est la retraite? Oui, un peu la retraite. Semi-retraite? Oui, c'est ça, oui. Ouais, voilà. Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, donc, avec cet essai sur le lockout du Journal de Montréal. Merci. Voilà. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un athlète humoriste qui est en quête d'un record. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Il est en quête d'un record. Je ne sais pas si c'est le record du plus grand nombre de mots dans le moins grand nombre de secondes. Il est athlète et humoriste. C'est Philippe Boisclair. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Finalement, tu portes 2 chapeaux. Oui, je porte 2 chapeaux. L'entraînement physique, le CrossFit, s'est passé dans ma vie il y a 7 ans, à l'époque où je venais de stopper une formation pour devenir comédien à Lionel Groux. Pour X raisons, je me suis rendu compte que ça ne me rejoignait plus suffisamment. J'ai arrêté ça, j'ai commencé à travailler sur la construction pour payer les dettes de théâtre. Puis là, j'ai rencontré le CrossFit, puis... Mais c'est arrivé comment dans ta vie? C'est quoi? Tu été invité là une fois, puis tu es tombé en amour avec ça? Il y a quelqu'un qui a parti à un centre d'entraînement CrossFit à Saint-Jean, puis dans un bar, juste l'autre bord de la rue. Il m'a spoté, puis il m'a dit « T'as l'énergie pour faire ce sport-là. » Il m'a dit « Rends-toi chez nous demain. » dans son petit garage à Iberville, à côté du Mickey, l'ancien Mickey. Bon. C'est là que ça a parti, le CrossFit à Saint-Jean. C'était le 2e CrossFit au Québec, d'ailleurs, CrossFit. J'ai fait un entraînement. Ça a duré 10 minutes. Dans le même entraînement, j'ai vomi, j'ai pleuré, puis j'ai réalisé que j'allais adorer ça.
OK, mais là, on reprend ça. Qu'est-ce qui fait que le fait de vomir et de pleurer fait en sorte qu'on aime ça? C'est un petit côté maso, c'est quoi? Bah, maso, non, je dirais pas jusque-là, mais c'est un côté de dépassement de soi. Je suis un gars qui est très intense dans la vie. Je suis un gars qui aime ça, se placer dans des situations X puis voir comment je vais m'en sortir. Ça, c'est inévitable. J'aime ça, repousser mes propres limites. J'aime ça, me donner des challenges. J'aime ça, me prouver que je suis capable. Ça, c'est la base de tout. Puis dans le CrossFit, ça part à partir de tes performances. Que ce soit ma mère qui fait du CrossFit à 50 quelques années, c'est adapté selon ses propres capacités de performance. C'est ça qui est la beauté du sport CrossFit. Donc, tu permets d'avoir un dépassement personnel extraordinaire. Et du CrossFit, Ouais. c'est quoi au juste? Du CrossFit, c'est une méthode d'entraînement qui a été développée dans les années 90 par un ancien gymnaste américain. Et lui, sa théorie, c'était de développer le meilleur système pour devenir le plus fitness possible. Et il a développé ce qu'on appelle le CrossFit, qui développe plusieurs aptitudes sportives et athlétiques, comme la coordination, la force, l'endurance, l'agilité, la puissance. Ça développe plein de capacités physiques, capacités même reliées au mental et au physique, qui permettent de préparer un individu à n'importe quelle situation physique. De la nage, du bicycle, lever des charges lourdes, marcher ses mains, faire de la corde à danser, sauter sur une boîte. Fait qu'il a développé il s'appelle Greg Glassman, il a développé ce qu'il a appelé le CrossFit, qui est un mélange d'entraînement athlétisme, haltérophilie, musculation, gymnastique. Tout ça mêlé dans des circuits longs, rapides, courts. Et là, toi, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que je fais du CrossFit en 2015. OK. Et ça fait 5 ans que je suis propriétaire de la shop CrossFit à Saint-Jean. Qui est à quel endroit? Je suis situé au 51 des Échevins dans le secteur Saint-Luc. J'ai fait 5 endroits différents à Saint-Jean. Là. J'ai déménagé beaucoup l'entreprise. Mais là, depuis 1 an, on est situé au 51 des Échevins à Saint-Luc. Bon. Et vous avez combien de membres? Vous êtes combien là-dedans? C'est quoi le fonctionnement du centre? Moi, je suis en partenariat avec un de mes partenaires d'affaires et bon ami, Dominique Rondeau. Et ensemble, on est propriétaire de la shop CrossFit. On a aussi des kinésiologues qui travaillent pour nous. On a des orthothérapeutes, des massothérapeutes qui forment vraiment un professeur de yoga. On est en train de créer un centre multifonctionnel de sport. Que ce soit toi qui vas venir chercher un cours d'haltérophilie, qui va venir chercher un cours de CrossFit, un cours de stretching, mobilité. On est vraiment en train de créer un petit centre d'entraînement qui s'apparente de base au CrossFit, mais qui est interrelié avec plein d'autres sports autour. Fait qu'on est passé d'études en théâtre à travailler sur la construction pour payer les dettes de théâtre, à aujourd'hui propriétaire d'un centre de CrossFit. Ouais. Quoi, c'est devenu ta principale occupation? En tout cas, à tout le moins, ta principale source de revenus aujourd'hui, j'imagine? Quand je me suis rendu compte que j'avais un potentiel d'influence, c'est drôle, tu sais, moi, je n'étais pas en shape avant. Moi, je veux dire, il y a 10 ans, j'étais un gars relativement actif, mais qui avait encore rien trouvé pour se pousser au niveau physique. Le CrossFit est passé dans ma vie, je me suis dit, OK, à cette heure, c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est tellement fonctionnel, il n'y a pas de machine. Je veux dire, on part de ton poids de corps, puis on essaie de mieux le faire bouger possible dans l'espace. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Quand c'est passé dans ma vie, je me suis lancé à 100% là-dedans. De fil en aiguille, 2 ans après, on m'a proposé de partir un gym à Saint-Jean, ce que j'ai accepté. On est rendu 300 membres. C'est une entreprise qui devient multifonctionnelle en plus dans le domaine du sport, qui me demande de passer beaucoup de temps là. Puis en plus, je suis devenu préparateur physique pour deux écoles de hockey, 2 équipes de hockey de l'école Marcel Landry, les Oursons à Iberville. En plus, je coach le CrossFit en parascolaire dans les écoles. Donc, tout ça mis ensemble, je dois m'entraîner parce que je réalise des défis. Donc, tout ça mis ensemble a fait que l'activité physique est devenue une priorité dans ma vie, tant bien que mal. Mais l'humour me rattrape. Bon, mais c'est ça l'affaire, parce qu'en même temps, tu fais de l'humour aussi, tu donnes des spectacles, tu fais de l'animation. Ça n'a jamais vraiment arrêté. Quand j'ai stoppé l'école de théâtre par moi-même, j'ai dit, OK, ça ne me rejoint plus, j'arrête. Je savais très bien que j'allais recommencer à faire de la scène. De fil en aiguille, on m'a proposé, en sortant quasiment de l'école, 1 an ou 2 après, on m'a proposé d'animer le défi Je bouge à Saint-Jean. Boum!
C'est lui qu'on entend, là. Si vous habitez le quartier NDA, là, la rue Grégoire, Saint-Hubert, ouais. C'est lui que vous entendez, là. C'est moi qui crie. Fait que l'animation a vraiment pris Ouais. un ampleur. Là, depuis 5 ans, j'anime des mariages, j'anime des parties de bureau, tout ça la fin de semaine, en plus du CrossFit. Et, veux pas, j'ai une envie de communiquer aux gens, j'ai une envie de les faire rire, j'ai une envie qui s'arrête pas, qui est l'humour. Parce que quand j'ai arrêté l'école, je me suis dit, j'ai besoin d'aller sur une scène par moi-même. J'ai écrit 1h30 de spectacle, je l'ai fait à Polyvalente Marcel Landré, Iberville, puis c'est jamais arrêté. Puis là, tranquillement, mais sûrement, je fais de l'humour. Comme jeudi, j'ai un spectacle, puis je m'entoure des bonnes personnes en humour, ce qui me permet de pouvoir en faire sans devoir passer 30 heures par semaine là-dessus. Ça reste encore quelque chose que je souhaite encore réussir dans ce milieu-là, mais je suis aussi très conscient qu'il faut que tu passes autant de temps que j'en passe en CrossFit. Puis présentement, le gym me prend, merci mon Dieu, beaucoup de temps, donc c'est très, très bien aussi. Et là, quel est ce record que tu vises en ce moment? Bon, comment t'expliquer ça? Il y a 2 ans, j'ai commencé à dire que j'allais essayer de faire un long workout CrossFit. J'ai commencé à suivre une formation il y a 3 ans au privé pour être préparateur physique, pour sortir du CrossFit puis comprendre la biomécanique du corps puis l'appliquer de façon correcte au CrossFit. Je me suis rendu compte que ce qui était beau avec un sport comme le CrossFit, puis ce qui fonctionnait dans le CrossFit, c'était le côté fonctionnel des choses. Donc, une fois que ça devient fonctionnel, très tangible et que ton corps est fait physiquement pour se pencher avec tes jambes pour ramasser quelque chose au sol, exemple, ce que tous les bébés font, ce que tous les enfants font, jusqu'où tu peux le pousser? Comme la première personne, ou le premier gars ou la première femme, je n'ai même pas fait mes recherches, qui a décidé de combiner 3,9 km de nage, 180 km de bicycle et 42 km de course. Si je te dis ça, à soi, tu me dis, c'est un capoté. Bien, aujourd'hui, c'est une discipline qui s'appelle le Ironman. Et le Ironman prend au gagnant environ 8 heures. Moi, je pousse les limites du CrossFit, qui est un sport fonctionnel. Mon corps saute, mon corps squatte, mon corps rame, mon corps fait de la corde à danser. Je fais travailler des patrons moteurs qui ne sont pas loin de mon corps, qui ne sont pas loin de ce qu'un corps humain est capable de faire. À cette heure, c'est sûr qu'il y a la partie mentale. C'est pas donné à tout le monde de partir puis de faire 2 heures le même mouvement, 1h30 le même mouvement, 2 heures le même mouvement. Ça, c'est ce qui fait ma différence. Et là, c'est quoi? C'est un record que tu vas faire. C'est quelle date, ça? Le 2 mai 2015. À quel endroit? Je le fais à mon gym présentement, à la Shop CrossFit à Saint-Luc, au 51 des Échevins. Mais si, mettons, le défi prendrait beaucoup d'ampleur, je vais peut-être le faire dans un gymnase parce que j'invite les gens à se lancer un défi aussi personnel à travers ça. Est-ce que c'est un défi qui peut être homologué par quelque chose, par une instance? Je l'espère, mais là, je te dirais que la vérité, c'est que les gens commencent à prendre... Parce que ça fait 2 ans que j'en parle, ça fait 2 ans que je me semi-prépare pour ça. Là, je suis dans la grosse préparation finale. Là, j'ai arrêté de boire d'alcool, je me couche tôt, je mange bien, je m'entraîne fort. Je suis très focus là-dessus, tu sais. Les gens commencent à prendre conscience de l'ampleur, puis que c'est vrai aussi. Tu sais, c'est vrai que le 30 octobre 2014, il y a 4 mois à peu près, j'ai fait 7h03 de CrossFit. J'ai fait 900 répétitions de 5 mouvements CrossFit. Ça m'a pris 7 heures. J'ai fait une vidéo avec ça qui est disponible sur ma page Facebook, Philippe Boisclair, athlète. Là, j'ai commencé avec le groupe Orange, ici même à Saint-Jean, à faire tout filmer mon processus de préparation pour me rendre en vue du 2 mai 2015. Je fais tout filmer ça parce que j'aimerais que CrossFit homologue mon défi, que ça rentre dans le livre des records Guinness. Puis mon but ultime, c'est peut-être de le répéter à chaque année, ou un peu qu'est-ce que Pierre Lavoie a fait, tu sais. D'essayer, je sais pas, après d'initier les gens. Tu sais, quand j'anime le défi Jebo, j'essaie d'être influent, j'essaie de montrer que tu n'as pas besoin d'être toujours un athlète pour te tenir en forme, que tes habitudes de vie peuvent changer à travers la bouffe, à travers juste une conscience un peu plus corporelle. Le CrossFit, ça t'amène beaucoup de conscience corporelle parce qu'on travaille avec le poids de ton corps. Vas-tu me blesser? Peut-être. Peut-être se blesser en restant assis de même aussi. Tu comprends le principe? Ça prend toujours des gens qui poussent un peu plus loin les limites. J'en suis un. Mais le CrossFit, là, tu me corrigeras, mais il n'y a pas la fille de Richelieu là, qui avait remporté un concours en Californie? Oui, Camille Leblanc-Bazinet, qui est une des
top représentante au Québec présentement qui a gagné les éditions 2014. Ça, c'est vraiment le CrossFit de compétition. Là. Mais sur 300 membres, j'ai 25-30 personnes qui peuvent un jour peut-être aspirer à la moitié de ce que Camille peut faire. Tu sais, ça demande, le CrossFit est rendu à un point tel où ça demande énormément de préparation. Un athlète CrossFit, je l'ai dit dans le Canada français dans l'entrevue de la semaine passée, un athlète CrossFit pour devenir et peut-être penser aspirer aux grands honneurs doit passer en moyenne 20 à 25 heures dans le gym par semaine. Je suis propriétaire d'un centre d'entraînement, je m'entraîne 12 à 15 heures. Puis j'en fais bien en masse. Bien, Philippe Boisclair, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance pour ce défi CrossFit. Bonne chance aussi pour la carrière d'humoriste. Merci. Et au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'il y a une centaine d'emplois étudiants disponibles pour les camps de jour 2015. Bien sûr, si parfois ça vous intéresse, là, vous avez l'adresse courriel pour, bien sûr, envoyer votre curriculum vitae ou celui de vos enfants, bien sûr. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas, surtout le dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Pour connaître la liste des dépositaires, tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Également, vous pouvez nous aimer sur Facebook, nous suivre sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche à compter de 16h. À demain. Bye-bye.